Alors, dans l'exercice 10, on vous demandait de dériver les fonctions qui étaient listées. Donc, la première, c'était f de x égale 2 cos 3x. Donc, je vous rappelle que la dérivée de cosinus ax plus b, c'est moins a sinus ax plus b. Et que la dérivée de sinus ax plus b, c'est a cosinus ax plus b. Alors, ici, on est de la forme cosinus ax plus b. Donc, pour dériver ça, eh bien, c'est de la forme moins a sinus ax plus b, sachant que là, on a déjà une constante qu'on va garder. Donc, on a 2 fois moins 3, moins a sinus ax plus b, donc sinus 3x. Donc, 2 fois moins 3 faisant moins 6. La dérivée de f ici, f', c'est f' de x, c'est moins 6 sinus 3x. Pour la deuxième fonction, f de x c'était 3 sinus x plus sinus 5x. Donc la dérivée de sinus x c'est cosinus x. Ici, il n'y a pas de problème avec la constante 3 qui reste devant. Et sinus 5x c'est de la forme sinus ax plus b. Donc on sait que sa dérivée c'est a cosinus ax plus b. Donc ici 5 cosinus 5x. Donc la dérivée de f, f' de x, c'est 3 cosinus x plus 5 cosinus 5x. Pour la troisième, f de x c'était cosinus de moins 3x plus 5. Donc c'est de la forme cosinus ax plus b. Donc on sait que la dérivée est de la forme moins a sinus ax plus b. Donc ça fait moins 3 fois moins sinus moins 3x plus 5 et moins 3 fois moins sinus moins 3x plus 5, ça fait 3 sinus moins 3x plus 5. Ici, j'ai choisi de sortir la constante et de dériver après cosinus de moins 3x plus 5. En fait, ça revient au même. Hein. On aurait pu mettre directement moins 3 sinus moins 3x plus 5 en appliquant directement le théorème du cours et ça nous aurait donné le même résultat. Pour la quatrième, f de x, c'est moins sinus moins 2x plus 4. Donc ici, pareil, hein, le moins reste devant. Pardon, le moins 2 sort de... Quand on dérive, le moins 2 va sortir, donc on a moins 2. Et sinus se dérive en cosinus. Le moins ici reste devant, donc la dérivée f' de x de f, enfin la dérivée f' de f a pour expression f' de x égale moins 2 fois moins cosinus moins 2x plus pi sur 4, c'est-à-dire 2 cosinus moins 2x plus pi sur 4. Alors, pour l'exercice 11, on vous demandait dans la première question de déterminer les périodes de la fonction f et de la fonction g. F est une période de pi, puisque f c'est la fonction sinus. Donc, on sait d'après la définition, en fait, d'après les propriétés de la fonction sinus, que la période de la fonction sinus c'est 2pi, donc ici f est de période de pi. Et vous cherchez ainsi un réel p tel que g de x plus p est égal à g de x, hein, sachant que p, la période vérifie cette propriété-là. Or, eh bien, comme on sait que sinus est de période de pi, eh bien, sinus de 2x plus 2pi c'est égal à sinus 2x. Et là, vous voyez que vous avez 2 que vous pouvez mettre en facteur. Donc, ça fait sinus de 2 facteurs de x plus pi est égal à sinus 2x. Et ici, vous avez pile poil l'image de x plus pi. Donc, en fait, vous avez g de x plus pi qui vaut g de x, comme je l'ai écrit ici. Donc, du coup, le réel p tel que g de x plus p égale g de x, c'est pi, donc g de période pi. Les réels x tels que f de x égale g de x semblent être, d'après les courbes que vous tracez à la calculatrice, eh bien vous avez x égale 0, x égale pi, x égale 2pi. Il suffit de graduer correctement. Moi j'avais gradué tous les pi sur 4. J'avais gradué l'axe des abscisses entre 0 et 2pi, tous les pi sur 4. Et en fait on voyait bien 0, pi et 2pi. Et il y en avait deux qui semblaient un peu plus compliqués à lire quand on gradue tous les pi sur 4. C'est pi sur 3 et 5 pi sur 3. Et donc du coup, quand on observe les courbes, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur 0 pi sur 3, la courbe de f, CF, est en dessous de la courbe de G. Sur pi sur 3 pi, CF est au-dessus de CG. Sur pi 5 pi sur 3, CF est à nouveau en dessous de CG. Et sur 5 pi sur 3, 2 pi, CF est au-dessus de CG. Dans la question 3, il nous demandait de rappeler la formule de duplication du sinus. Donc pour tout x appartenant à 0 de pi, il y a sinus de 2x, c'est 2 fois sinus x fois cosinus x. La formule de duplication du sinus. Et la question 4, on vous dit de résoudre
f de x égale g de x, donc pour tout x appartenant à 0 de pi, f de x égale g de x, ça équivaut à dire que sinus x égale sinus 2x, et en fait, ici, on va réutiliser ce qu'on vient de voir dans la question précédente, c'est-à-dire que le sinus 2x, on va l'écrire 2 sinus x cosinus x. Et là, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de simplifier par sinus x. Pourquoi? Parce que si vous le faites, eh bien, vous oubliez tous les cas où sinus x est égal à 0. Et quand on observe la solution, on perd 3 solutions quand on fait ça. Donc surtout, c'est la chose à ne pas faire, d'accord? Ce qu'il faut faire par contre, c'est tout passer à gauche ou à droite. Moi j'ai tout passé à droite et puis j'ai renversé l'égalité. Donc ça fait 2 sinus x cosinus x moins sinus x est égal à 0. Et là vous mettez sinus x en facteur. Sinus x facteur de 2 cosinus x moins 1 est égal à 0. Donc, d'après la propriété d'intégrité de l'ensemble des nombres réels, vous avez un produit de facteurs qui vaut 0 si et seulement si au moins l'un de ces facteurs est égal à 0. Donc vous avez soit sinus x qui vaut 0, soit 2 cosinus x moins 1 qui vaut 0. Sinus x est égal à 0 quand ça? Eh bien, quand on observe le cercle trigonométrique, eh bien, sinus x vaut 0 sur 0 de pi, le vaut 0 en pi et en 2pi. Donc en fait, vous avez 3 solutions. Sinus x égale 0, soit pour x égale 0, soit pour x égale pi, soit pour x égale 2pi. 2 cosinus x moins 1 est égal à 0, vous passez le moins 1 de l'autre côté et vous divisez par 2, vous avez cosinus x égale 1,5. 1,5 étant le cosinus de pi sur 3. Une première solution, c'est pi sur 3. Et l'autre, vu qu'on est dans 0,2 pi, nous, on travaillait à chaque fois, quand on résolvait les équations, on travaillait dans moins pi pi. Donc là, ça aurait été moins pi sur 3. Sauf que là, il faut aller chercher la valeur équivalente dans l'intervalle 0,2 pi. Et cette valeur, c'est 5 pi sur 3. Donc en fait, vous avez deux solutions. X égale 6 sur 3, x égale 5 pi sur 3. Ce qui fait qu'en tout, vous avez 5 solutions qui sont 0, pi sur 3, pi, 5 pi sur 3 et 2 pi, comme on avait déterminé dans la question 2 de manière graphique. La dernière question, on vous demandait d'étudier les positions relatives. Donc, position relative dit qu'il faut étudier le signe de la différence. Enfin, position relative entre CF et CG, c'est étudier le signe de la différence f de x moins g de x. Donc, pour tout x dans 0 de pi, ben f de x moins g de x, c'est sinus x moins sinus 2x. Et encore une fois ici, on va réutiliser la formule de duplication qu'on a rappelée dans la question 3, en remplaçant sinus 2x par 2 sinus x cosinus x. Ainsi, sinus x moins sinus 2x, ça fait sinus x moins 2 sinus x cosinus x, c'est-à-dire sinus x facteur de 1 moins 2 cosinus x. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le signe. Alors, on va étudier le signe de chacun des facteurs pour pouvoir le renseigner dans un tableau de signes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que d'après le cercle trigonométrique, que je fais en tout petit là en rouge, le sinus est positif. Ici, pour tous les points dont l'ordonnée est positive, c'est-à-dire entre 0 et pi. Donc sinus x est positif quand x appartient à 0. Et si je fais la même chose pour l'autre inéquation, 1 moins 2 cosinus x positif, ça veut dire cosinus x plus petit que 1,5. Parce que si vous passez le 1 de l'autre côté, vous avez moins 1. Enfin, vous avez moins 2 cosinus x supérieur à moins 1, vous divisez par moins 2, ça fait cosinus x inférieur à moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1,5. Et comme on a appris à le faire au début du chapitre, cosinus x inférieur à 1,5, c'est ici. Et effectivement, les réels pour lesquels ça va fonctionner, c'est les réels compris entre pi sur 3 et 5 pi sur 3. Donc cosinus x plus petit que 1,5 pour x appartenant à pi sur 3, 5 pi sur 3. Et donc, on peut ainsi renseigner toutes les informations qu'on vient d'aborder dans le tableau de ici, et donc on parle de position relative. Donc, x compris entre 0 et 2 pi, on renseigne les valeurs qui sont charnières, c'est-à-dire ici, il va y avoir pi, là où sinus x va changer de signe, et puis pi sur 3 et 5 pi sur 3, puisque c'est ici que 1 moins 2 cosinus x va changer de signe. Pour la première ligne, on a dit sinus x est positif entre 0 et pi, donc
plus ici, et puis ensuite, dès que ça passe pi, ça devient négatif, donc moins moins. Pour 1 moins 2 cosinus x, bien, vous êtes positif quand x est compris entre pi sur 3 et 5 pi sur 3, donc plus ici, et de chaque côté de ces deux valeurs annulantes, ben, c'est négatif du coup. Et du coup, pour f de x moins g de x, puisque c'est le produit de ces deux quantités, eh bien, il faut faire la règle des signes, d'accord? Et ici, plus par moins, moins, plus par plus, moins par plus, moins, et moins par moins, plus, d'accord? Donc, colonne par colonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f de x moins g de x est négatif sur 0 pi sur 3? Eh bien, ça veut dire que cf est en dessous de cg. Sur pi sur 3 pi, f de x moins g de x est positif, ce qui implique que cf est au-dessus de cg. Sur pi 5 pi sur 3, f de x moins g de x est négatif, ce qui implique que cf est en dessous de cg. Et puis de nouveau, sur 5 pi sur 3 de pi, f de x moins g de x est positif, ce qui implique que cf est au-dessus de cg. Donc, on a un trapèze qui est représenté ici, qui est articulé. Articulé, ça veut dire que AB, BC et CD ne changent pas. Donc en fait, il faut imaginer que ici et là, c'est articulé. Donc en fait, BC, les points B et C peuvent changer d'altitude, d'accord? Ce qui fait que les points A et D s'éloignent ou se rapprochent, d'accord? Les angles ici étant égaux, d'accord? L'angle en A et l'angle en D sont égaux et varient. On vous dit AB égale BC égale CD égale petit a, avec A strictement positif d'une valeur donnée en mètres, et on cherche à déterminer la valeur de l'angle θ pour laquelle l'aire de ce trapèze ABCD est maximum. Alors, dans un premier temps, on vous demandait de modéliser, dans un premier temps, dans la première partie, c'est juste histoire de modéliser le problème, et on vous demandait entre quelles valeurs varier θ. Alors, ici, il fallait le justifier, et donc en fait, pour justifier, je pars du constat suivant, c'est que B, il y a des cas extrêmes, c'est le cas où B en fait est sur la droite AD, d'accord? Et en fait, il peut être sur la droite AD en deux positions possibles, soit eh bien B est soit B est sur la droite AD mais du côté ici après H ou avant H, ou plutôt après A ou avant A. Donc en fait, les deux cas possibles. Si B appartient à H, c'est ça le cas extrême, le trapèze ABCD est aplati, on a alors deux cas possibles. Si les vecteurs AB et H ont le même sens, ben θ vaut 0, et si AB et H sont sens contraire, θ vaut pi. Donc θ, en fait, il varie entre 0 et pi. Exprimer BH en fonction de A et θ, donc dans le triangle AHB rectangle en H, eh bien, BH divisé par AB, c'est exactement le sinus de θ. D'accord? Sinus de θ, c'est BH sur AB, et AB valant A, eh bien, BH vaut A sinus θ. De la même manière, dans le même triangle, AH sur AB vaut cosinus θ, et comme AB vaut A, eh bien, AH, c'est A fois cosinus θ. Et on vous dit ensuite de montrer que l'aire du trapèze exprimé en fonction de A et θ, c'est A carré facteur de 1 plus cos θ facteur de sinus θ. Donc, on assume en fait que l'aire de CKD et l'aire de AHB sont les mêmes, puisque c'est le même angle en D et en A. Et du coup, alors, on a deux façons de le faire. Moi, j'ai choisi de le faire d'une façon qui est presque suggérée par la figure, c'est-à-dire que je vais couper l'aire du trapèze en 3, d'accord? On pourrait tout à fait faire de la façon suivante, petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur, d'accord? Ce qui reviendra au même, en fait. Moi, j'ai simplement dit que l'aire de ABCD, c'était l'aire de ABH plus l'aire de HBCK plus l'aire de CKD. Alors, la figure est un peu trompeuse parce qu'on croirait de prime abord que HBCK est un carré. En fait, attention, c'est un rectangle. Hein. HB et HK n'ont pas la même longueur. Donc, l'aire de ABH, eh bien, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est AH. La hauteur, c'est BH. Donc, quand vous faites AH fois BH, vous avez A sinus θ fois A cosinus θ, ce qui fait A carré sinus θ cosinus θ divisé par 2. L'aire de CKD, c'est la même. Donc, A carré sinus θ cosinus θ divisé par 2. Et l'aire de HBCK, eh bien, c'est HB fois HK. HK étant égal à BC, donc il vaut A.
Et HB, il vaut A sinus θ, donc l'aire du rectangle HBCK, c'est A carré sinus θ. En fait, ici, on a 2 fois cette quantité-là, donc le 2 se simplifie. Hein. Donc vous avez A carré sinus θ cos θ plus A carré sinus θ, vous mettez A carré sinus θ en facteur, il vous reste A carré sinus θ facteur de 1 plus cos θ. Alors, dans cette deuxième partie, on vous proposait d'étudier ce problème. Donc, on supposait dans la suite que A était égal à 2, et on vous demandait d'exprimer l'aire du trapèze en fonction de θ dans un premier temps. Donc, l'aire du trapèze, c'était A carré sinus θ facteur de 1 plus cos θ. Si A vaut 2, eh bien, vous avez l'aire de ABCD qui vaut 2 au carré sinus θ facteur de 1 plus cos θ, c'est-à-dire 4 sinus θ facteur de 1 plus cos θ. Et ce n'est pas par hasard que du coup, on vous propose ensuite d'étudier la fonction f définie sur 0π par f de θ égale 4 facteur de 1 plus cos θ facteur sinus θ. Question 2, calculer la dérivée f' de la fonction f et montrer que pour tout réel θ de 0π, f' de θ c'est 8 cos carré θ plus 4 cos θ moins 4. Alors, pour tout θ appartenant à 0π, eh bien f' de θ c'est u', donc 4 cos θ, donc on va dire que lui c'est u de θ et lui c'est v de θ. Donc ici vous avez u', v, plus u, v'. Parce que bien sûr, hein, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc 4 sinus θ, sa dérivée c'est 4 cos θ, v, donc 1 plus cos θ, plus u, et v', dérivée de 1 plus cos θ, donc vous dérivez terme à terme, hein, dérivée de 1, 0, et dérivée de cos θ, moins sinus θ. Donc ce qui fait que vous avez, quand vous développez ici, vous avez 4 cos θ, plus 4 cos carré θ, moins 4 sin carré θ. Ici, je mets 4 en facteur, je garde mon 4 cos θ, et j'ai 4 facteurs de cos carré θ moins sin carré θ. Et pour faire apparaître le 8 cos carré θ, je vais être obligé de transformer cette écriture. Et en fait, on sait de par le cours que cos carré θ moins sin carré θ, ça fait, enfin, une des expressions, c'est 2 cos carré θ moins 1. Donc du coup, je remplace cette quantité par 2 cos carré θ moins 1. Je développe mon 4 à nouveau, hein, et je vais avoir 8 cos carré θ moins 4. Et en réordonnant, j'ai bien f' de θ qui vaut 8 cos carré θ plus 4 cos θ moins 4. Dans la question 3, on vous demandait de factoriser polynôme 8 carré plus 4x moins 4. Alors on a deux façons de faire. Moi j'ai procédé de façon un peu plus originale que celle qu'on peut aborder d'habitude et qui est beaucoup plus rapide. Mais la solution classique, hein, que je vais aborder tout de suite, c'est de faire delta. D'accord? Donc delta, vous trouvez 16 plus 16 fois 8, ça fait 144. Et donc du coup, vous faites vos deux racines, vous avez moins 4, moins 12, moins 16 divisé par 8 fois 2, 16, ça fait moins 1. Et moins 4 plus 12, donc 8 divisé par 16, 1,5. Et donc du coup, vous factorisez sous la forme a, x moins x1, x moins x2. Moi j'ai choisi de procéder autrement, en remarquant qu'en fait 8x carré plus 4x moins 4, ce 4x là, alors ça paraît un peu artificiel fait comme ça, mais en fait ça simplifie grandement le problème. Ce 4x là, je vais l'écrire 8x moins 4x. Et du coup ici, j'obtiens deux expressions, et à chaque fois j'ai un facteur commun dans ces expressions. Ici dans cette expression, le 8x carré plus 8x, j'ai 8x en commun, donc je factorise par 8x, et j'ai 8x facteur de x plus 1. Et là, j'ai moins 4 en commun, donc je factorise par moins 4, et j'ai moins 4 facteur de x plus 1. Et en fait, je retombe sur deux expressions où j'ai un facteur commun qui est x plus 1. Donc je mets mon x plus 1 en facteur, et j'ai 8x moins 4 facteur de x plus 1. Si là, vous factorisez sous cette forme-là, et que vous développez ensuite le 8 avec le x moins 1,5, vous retrouvez directement 8x moins 4 facteur de x plus 1. Donc en fait, on retrouve le même résultat. Là, c'est juste une petite astuce calculatoire, on va dire, qui nous permet d'éviter de faire des deltas. Question 4. On dit déterminer la valorisation de f' de θ. Eh bien, 8x carré plus 4x moins 4, c'est presque comme 8
cos carré θ plus 4 cos θ moins 4, simplement, à la place de x, j'ai mis cos θ, donc on fait une factorisation de f' de θ, ça va être 8 cos θ moins 4, facteur de cos θ plus 1, car en posant x égale cos θ dans le trinôme précédent, on retrouve l'expression de f' de θ. On vous dit ensuite, question 5, d'étudier le signe de f', puis d'en déduire le tableau de variation complet de f sur l'intervalle 0π. Donc ici, j'ai deux facteurs. Le premier, c'est 8 cos θ moins 4, le deuxième, c'est cos θ plus 1, donc je vais étudier leur signe sur 0π. 8 cos θ moins 4, je passe le moins 4 à droite, il devient plus 4, je divise par 8, j'ai 1,5, donc je cherche l'ensemble des θ tels que cos θ est supérieur à 1,5, et d'après le cercle trigonométrique, hein, pardon, c'est sur 0π, donc c'est sur le demi-cercle trigonométrique. Hop. Cos θ supérieur à 1,5 pour θ supérieur à, enfin pour θ compris entre 0 et pi sur 3. D'accord? Donc, cos θ supérieur à 1,5 équivaut à θ compris entre 0 et pi sur 3. Cos θ plus 1 supérieur à 0, ça fait cos θ supérieur à moins 1, ça c'est toujours vrai, puisque cos θ est toujours supérieur à moins 1, donc du coup, l'ensemble solution, c'est l'intervalle 0π. De là, j'en obtiens le tableau suivant. Donc, dans ce tableau, je renseigne les valeurs de θ, donc θ prend ses valeurs entre 0 et pi. La valeur charnière de θ, ça va être pi sur 3, c'est là où 8 cos θ moins 4 va changer de signe. Cos θ plus 1, lui, ne change pas de signe, donc il est toujours positif, c'est ce qu'on vient de dire. 8 cos θ moins 4, on a dit qu'il était positif si θ est supérieur à pi, si θ est compris entre 0 et pi sur 3, et négatif sinon. Et ensuite, pour la ligne d'ici, vous appliquez la règle des signes, colonne par colonne. Donc vous avez plus par plus, et plus par moins, moins. Ce qui fait que le signe de f' de θ, c'est plus, moins, et s'annulant en pi sur 3. Les variations de f, donc croissante sur 0 pi sur 3, décroissante sur pi sur 3 pi. En 0, f de 0 fait 0, puisque quand on a dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si θ vaut 0, le trapèze est aplati, c'est ce qu'on a dit dans la première question de la partie A, le trapèze est aplati, donc son R vaut 0. Si θ égale pi, même combat, donc du coup le trapèze a une R nulle. Et en pi sur 3, ben, il suffit de calculer l'image, hein, f de pi sur 3. F de pi sur 3, ça fait 4 facteurs de 1 plus sur 3 facteur de sinus pi sur 3. 1 cos pi sur 3 fait 1,5, sinus pi sur 3 fait racine de 3 sur 2, 1 plus 1,5 fait 3,5, donc ça fait 4 facteurs, 4 fois 3,5 fois racine de 3 sur 2. Les 4 se simplifient avec les 2 en bas, et donc du coup il vous reste 3 racines de 3. L'aire maximale vaut donc 3 racines de 3 mètres au carré. Si vous arrondissez au décimètre carré près, c'est-à-dire à 2 chiffres derrière la virgule, vous trouvez là à peu près 5,196, donc ça fait 5,20 mètres au carré.